sa victoire est logique à lui. La défaite de Kamala Harris aussi est logique. Et c'est peut-être la défaite de Kamala Harris qui est logique la première. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris était vice-présidente des États-Unis, donc c'était la moitié du ticket Biden-Harris du temps où Biden était en haut du ticket. C'est elle qui a pris le dessus quand il s'est retiré dans les conditions que l'on sait au mois de juillet. Mais elle est vice-présidente depuis 3 ans et demi, et donc elle est en partie responsable du bilan de l'administration. Or, ce bilan, il n'est pas très reluisant, elle a été incapable de le vendre aux électeurs, et donc, elle est responsable, je dirais, de ce rejet, et dans ce cas-là, son échec est logique. La victoire de Donald Trump est plus difficile à prendre en considération. Et là, on a, pour moi, un moment et un événement historique de dimension internationale et presque de dimension unique. Je ne veux pas être dithyrambique dans les termes, mais il faut se souvenir de ce qu'a été la fin du premier mandat de président de Donald Trump. Première chose, Donald Trump a déjà été président des États-Unis de janvier 2017 à janvier 2021. Pendant ce mandat, il a été mis en procès pour destitution à 2 reprises. Lorsqu'il s'en va, il y a les fameux incidents du 6 janvier, cet assaut pour le Capitole. Pour moi, lorsqu'il quitte la Maison-Blanche, c'est une liability, comme on dit en anglais. C'est quelqu'un qui n'a plus de légitimité politique dans le cadre du système américain. Sa carrière, ses ambitions professionnelles, elles sont terminées, réduites à zéro. Mais lui, il ne va pas abandonner. Il va reprendre progressivement la main sur le Parti républicain. Il va échouer à l'occasion des élections intermédiaires de 2022, qui ne sont pas le raz-de-marée rouge que tout le monde avait prévu, mais il va persévérer. L'opposition, c'est-à-dire le démocrate, à travers la justice américaine, vont chercher à le stopper. Il y aura plusieurs procès contre lui. Il sera mis en accusation. 91 chefs d'accusation contre lui. Il sera condamné à une amende monumentale de 450 millions de dollars. Il aura la menace peut-être d'un emprisonnement venant de Géorgie, venant d'un procureur spécial enquêtant sur les événements du 6 janvier. Il est menacé de tous bords, mais il continue. Il mène sa campagne, il survole les primaires républicaines et, en plein cœur de l'été, tentative d'assassinat contre lui. Il survit, par miracle, par chance, il se redresse, on en sort une photo iconique qui fait de lui quelqu'un d'une dimension, je dirais, hors norme, et il poursuit sa chevauchée sans se soucier de l'adversaire. D'abord, il se prépare à affronter Biden. À l'arrivée, c'est pas Biden, c'est pas grave. On affrontera Kamala Harris. Ça ne compte pas pour lui, parce que lui, il a un programme. Il a une idée, il a une vision. C'est le fameux MAGA, rendre sa grandeur à l'Amérique et faire de l'Amérique ou America First, mettre l'Amérique en priorité en ce qui concerne les prérogatives du gouvernement. Et il va insister sur ce message à travers l'immigration, à travers l'inflation, à travers un certain protectionnisme pour relancer l'industrie américaine, et puis aussi à partir d'une certaine remise en ordre de l'ordre international qui est plutôt chaotique, avec 2 conflits qui n'existaient pas du temps de son premier mandat. Eh bien, les électeurs américains vont adhérer. Il a fait une très bonne campagne, la meilleure, j'en suis pas sûr, mais il a fait une très bonne campagne. Il a fait une très bonne campagne pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est resté fidèle au message, toujours. La seconde, c'est que, et ça c'est son don particulier, il a un don de communication. Donald Trump a ce don rare chez les politiciens, chez les hommes politiques, je devrais dire, d'être en mesure de communiquer avec monsieur ou madame tout le monde, ou bien de communiquer avec des milliardaires, ou bien de communiquer avec des dignitaires et des chefs d'État. Il est à l'aise avec tout ce monde et il est capable de s'adapter, je dirais, à l'environnement et au niveau de chacun. Donald Trump, aux États-Unis, donne des meetings gigantesques dans des stades. Il y a 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Quand il parle, vous avez l'impression qu'il parle à vous tout seul. Qu'on a une conversation intime. Il a un moyen de communication, une facilité de communication qui sont, je dirais, un petit peu hors norme et ça fait partie de son talent. Il a un génie pour la communication aussi. Il sait se mettre en scène. Il sait dire ce qu'il sait qui suscitera, que l'on parlera de lui et pour lui, il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc sur ce plan-là, il a fait une très bonne campagne. Il a fait une campagne sur le message, il a fait une campagne dans la forme. Après, pour moi, il y avait une faiblesse à sa campagne, mais qui manifestement ne l'a pas pénalisé au scrutin, c'est qu'il a oublié d'une certaine façon, il n'a pas oublié, mais il n'a pas souhaité s'apporter le soutien de certaines femmes. C'est la seule faiblesse, le seul reproche que je ferai à sa campagne. Sinon, que voulez-vous dire à un personnage qui, lorsqu'on lui tire dessus et qu'il y a une balle qui siffle à son oreille,
se relève instantanément et dit battez-vous. Battez-vous. Ce moment, il est extraordinaire. Ce moment, il est iconique, il y a une photo iconique, et puis ça illustre un dynamisme et je dirais une volonté, je dirais, de se combattre, d'imposer ses vues, de participer à ce qui fait la vie, politique et autres, qui est extrêmement rare. Donc, première priorité, rendre sa souveraineté à l'Amérique. Il faut bien comprendre qu'un pays qui n'a pas de frontières n'a pas de souveraineté. Un pays dont des gens qui viennent de n'importe où franchissent la frontière allègrement sans être arrêtés, ce n'est pas un pays qui est digne d'être appelé un pays parce que manifestement sa souveraineté est bafouée par des kidams venus de n'importe où. Donc la première chose, rétablir la souveraineté américaine en rétablissant une frontière et en stoppant l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, pas l'immigration tout court. C'est le premier point. Deuxième point, se focaliser sur l'économie pour, je le disais il y a un instant, à nouveau rendre les rêves américains accessibles. Ça veut dire, un, stopper l'inflation, deux, relancer la machine économique à travers notamment une production fondamentale des États-Unis, qui est la production d'énergie. Rappelons que les États-Unis sont le plus gros détenteur de réserves d'énergie fossile au monde. Au nom de quoi irait-il se priver de ce réservoir? Lui ne va pas se priver de l'utiliser, je peux vous le garantir. Il va inonder le monde de pétrole et de gaz de schiste, qui va avoir pour premier effet de baisser le coût de cette matière première et de nous, à nouveau, rendre économiquement viable la production automobile et d'autres productions, donc de relancer l'économie américaine. 3. Privilégier l'industrie américaine à travers une forme de protectionnisme, les tarifs douaniers, et puis 4, encore une fois, s'occuper des affaires du monde. Donc ça fait que 4 sujets, ça paraît pas grand-chose, mais en fait ils sont complexes, ça va l'occuper énormément, il ne contrôle pas toutes les cartes malgré tout, parce qu'il y a des partenaires, comme la Chine. Les priorités américaines, c'est la situation économique à l'intérieur, c'est l'immigration, c'est les relations avec la Chine, c'est peut-être même, je dirais, les relations avec les BRICS, qui sont les puissances montantes, les relations avec les pays du Proche-Orient, dont l'Iran, qui est une puissance déstabilisatrice majeure dans une région déjà extrêmement fragile et en ébullition. L'Europe, c'est, je dirais, périphérique. L'Europe apparaît comme périphérie du dossier ukrainien, parce que se pose la question de la destinée de l'Ukraine au sein de l'Europe. Les Européens, ce qu'ils doivent comprendre de la réélection de Donald Trump, c'est que le monde est véritablement en train de changer et que les États-Unis, d'une manière ou d'une autre, sont en train d'évoluer vers une position de plus en plus non interventionniste sur les théâtres internationaux et certainement pas celle de gendarmes du monde systématique et mobilisable à tout va. À partir de là, ils auront besoin, un, de quelqu'un d'autre pour apporter leur propre sécurité, ça peut être eux-mêmes, deux, d'autres institutions pour gérer des conflits extérieurs. Les États-Unis de Donald Trump n'estiment pas avoir vocation à envoyer leurs propres soldats assurer la paix à l'extérieur. Et ils ne le feront pas. Donald Trump rêverait d'être reconnu par le reste du monde comme un homme de paix. Voilà. Prix Nobel de la paix, et il pensait qu'il le méritait après les accords d'Abraham. On ne lui a pas proposé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas l'obtenir quand même. Il est très jaloux d'Obama, qui a obtenu un prix Nobel de la paix pour un discours inutile et totalement faux au Caire après 6 mois de présidence. On s'en souvient, c'était en 2009. D'accord ? Donc, un prix Nobel de la paix, ça flatterait son ego, il en serait très très content. Il avait monté un échafaudage qui n'était pas du tout idiot, c'est-à-dire de parvenir à une paix au Moyen-Orient en commençant par les problèmes périphériques et en gardant le problème épineux, le problème palestinien, pour la fin. Ce qui aidait aussi à faire pression sur le peuple palestinien pour accepter quelque chose qu'ils n'ont jamais accepté jusqu'à présent, c'est-à-dire la légitimité de l'État d'Israël. Dans un premier temps, suite à ce qui s'est passé le 7 octobre de l'année dernière, on a la guerre actuelle à Gaza et au Liban. C'est une guerre que Israël mène à sa façon et à la façon de Netanyahou, une façon assez impitoyable, qui passe par ignorer le fait que son adversaire se sert de bouclier humain de manière systématique. C'est comme ça qu'eux se défendent. Et Israël a décidé de passer outre avec le choc que cela peut produire et je dirais les victimes collatérales que cela peut entraîner. Biden et l'administration actuelle se sont opposés à cela
entre autres parce qu'il y a aux États-Unis des groupes de pression qui sont plutôt pro-palestiniens qu'autre chose, même s'il y a aussi des groupes de pression juifs, Donald Trump ne se posera pas sa question. Donald Trump, il est pro-Israël à 100%, il est anti-Iran à 100%. Les adversaires d'Israël aujourd'hui, ce sont des proxys de l'Iran, les Houthis, le Hamas ou le Hezbollah. Donald Trump aidera Israël à résoudre ces problèmes s'ils en sont capables. Donc moi je verrais plutôt une escalade temporaire, et je dirais assortie d'une présence américaine renforcée en Méditerranée et en mer Rouge, pour bien faire comprendre à l'Iran qu'ils sont allés trop loin, et que si eux-mêmes veulent que leur régime survive à terme, eh bien il faut qu'ils comprennent que le Moyen-Orient doit changer, et qu'aujourd'hui, un Moyen-Orient dont Israël soit absent, c'est totalement inconcevable. Et la question qui va se poser, c'est quelle place les Palestiniens veulent, quelle place sont-ils prêts à défendre, et que sont-ils prêts à accepter pour avoir cette place? C'est ça la question qui va poser.